Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 18 décembre 2024, épisode 129. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA alerte sur une vulnérabilité critique dans la plateforme ThreatQ. Une injection de commande permet une exécution de code arbitraire à distance. Les versions antérieures à la 5.29.3 sont concernées. La directive BOD 2501 impose des pratiques sécurisées pour les services cloud. La CISA exige un inventaire des services cloud, une surveillance renforcée et l'implémentation obligatoire de l'authentification multifacteur MFA. C'est-à-dire violation massive de données compromettant des millions d'utilisateurs, une base de données Amazon S3 contenant des informations personnelles a été exfiltrée et mise en vente sur les forums du dark web. Télécom Namibia, fuite de données après un refus de rançon. Le groupe Hunter International publie des données sensibles suite au refus de négociation. Plus de 400 000 fichiers exfiltrés. Et enfin, le spyware israélien Paragon racheté pour 500 millions de dollars. AE Industrial Partners acquiert Paragon dans le logiciel espion. Graphite est utilisé par les gardes-frontières américains. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans sa description. La CISA a publié un avis concernant une vulnérabilité critique dans la plateforme ThreatQ de ThreatCaution. Quelques détails techniques. La CVE 2024-39703, c'est une vulnérabilité qui est due à une injection de commande au sein d'un point de terminaison API permettant à un attaquant authentifié d'exécuter du code arbitraire à distance. Il y a un score CVSS en 3.1 de 8.8, donc elle est critique. Si on prend le score CVSS 4 et en 8.7, vous voyez, c'est déjà assez sympa, on a déjà les deux types de scores. Les produits affectés, c'est les versions de ThreatQ de ThreatCaution antérieures à la 5.29.3. Alors les impacts, c'est de l'exécution de code arbitraire sur le serveur hébergeant la plateforme, compromettant potentiellement l'intégrité et la confidentialité des données traitées. Ça craint un peu quand même pour une plateforme de traitement d'incidents. Mesures recommandées, ils existent. Une mise à jour vers la version 5.29.3 ou ultérieure, vérification des journaux d'accès pour détecter toute activité suspecte antérieure à la mise à jour. Si vous avez des infrastructures dans le cloud, je vous recommande fortement la lecture de cette directive de la CISA qui a émis la directive BOD 2501 imposant des pratiques de sécurité renforcées pour les services cloud au sein des agences fédérales. Mais pas que. Le contexte de la directive, c'est que suite aux augmentations des attaques ciblant les environnements cloud, qui exploitent souvent des configurations de sécurité inadéquates. Et dont les exigences principales sont l'inventaire des services cloud, avec identification et documentation de tous les services cloud utilisés, y compris les comptes et les autorisations associées. Ça peut faire sourire, mais on voit beaucoup de gens ouvrir des services cloud sans même savoir que c'est dans le cloud. L'authentification multifacteur MFA, mise en œuvre obligatoire de la MFA pour tous les accès aux services cloud, réduisant ainsi le risque d'accès non autorisé. La surveillance continue, mise en place de mécanismes de surveillance pour détecter et répondre aux activités suspectes et non autorisées dans les environnements cloud. C'est un vrai enjeu. Le chiffrement des données. Assurer le chiffrement des données sensibles en transit et au repos, donc qu'elles soient des données chaudes ou des données froides, pour protéger contre les interceptions et les accès non autorisés. Mais ce qui est vraiment génial avec la CISA, c'est le calendrier qui est mis en œuvre, il est imposé. Les agences fédérales disposent d'un délai spécifique pour se conformer à chaque exigence avec des rapports réguliers à soumettre à la CISA. C'est un exemple à suivre. Si vous n'avez pas trop de moyens et vous dites tiens on va aller dans le cloud, il y a beaucoup de choses où on peut s'inspirer. C'est du bon sens, c'est actionnable, c'est vraiment à lire, à utiliser. À quand l'agence nous fera ça en France en expliquant aux OIV vous devez faire ce minima, sinon c'est pénalité. Selon un rapport de CIS Security News, une violation de données à grande échelle a compromis les informations personnelles de millions d'utilisateurs via un bucket S3. On parle quand même de 5 millions d'utilisateurs. La nature de cette fuite de données, accès non autorisé à une base de données contenant des informations sensibles, donc personnelles, notamment des noms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone et dans certains cas des informations financières. Le vecteur d'attaque, c'est l'exploitation d'une vulnérabilité non corrigée dans le système de gestion de la base de données permettant une injection SQL et l'exfiltration de données. L'impact il a été direct. Les données compromises sont apparues sur des forums du dark web, augmentant le risque de fraude, de vol d'identité et de campagnes de phishing ciblées. Alors, il y a une réponse quand même de l'entreprise qui avait mis ces données sur le bucket S3. L'entité concernée a engagé une enquête interne collaborant avec des experts en cybersécurité pour identifier la faille et renforcer des mesures de sécurité. Je vous laisse lire l'article de CIS Security News. C'est intéressant, on voit que la boîte est quand même à la rue. Ils se rendent compte que toutes les données étaient stockées en clair, il n'y avait pas de chiffrement. Ils méritent.
Mais ils n'auront pas d'amende parce qu'ils que les c'est dommage. Fuite de données chez Telecom Namibia après un refus de rançon. The Record a rapporté que Telecom Namibia, le principal fournisseur de télécommunications de l'État namibien, a subi une fuite de données conséquente après avoir refusé de payer une rançon à des cybercriminels. Le groupe de ransomware Hunter International a revendiqué l'attaque, exfiltrant plus de 400 000 fichiers contenant des données personnelles et financières. Les informations compromises incluent des données sensibles appartenant à des hauts fonctionnaires gouvernementaux et à des clients de Telecom Namibia. Alors, l'entreprise a refusé de négocier avec les attaquants, conformément à sa politique de non-paiement des rançons. Mais ça a un prix, ce genre de politique. Elle collabore actuellement avec les forces de l'ordre local pour analyser la fuite et atténuer les risques pour les clients. Mais les conséquences, c'est que les données volées ont été publiées sur le dark web. Ça va augmenter évidemment le risque de fraude, d'usurpation d'identité, de campagnes de phishing ciblées. La fuite a suscité bien entendu des préoccupations quant à la sécurité des infrastructures critiques en Namibie, incitant les autorités à renforcer les mesures de cybersécurité. Mais où ça fait vraiment mal, c'est l'absence de législation stricte sur la protection des données en Namibie, compliquant la possibilité pour les victimes de réclamer des dommages et intérêts pour négligence dans la sauvegarde de leurs informations personnelles. Selon un article publié par Clubic, la société israélienne Paragon, spécialisée dans le développement de logiciels espions, a été acquise par le groupe américain de capital investissement AE Industrial Partners pour un montant initial de 500 millions de dollars, avec une possibilité d'atteindre 900 millions de dollars en fonction de la croissance future de l'entreprise. Quelques détails sur Paragon. Fondé par d'anciens agents du service de renseignement israélien, Paragon s'est distingué par sa discrétion, ne disposant même pas de site web officiel. Son produit phare, Graphite, un logiciel espion capable d'accéder aux principales applications de messagerie des smartphones ciblés, tels que WhatsApp, Facebook Messenger et Gmail. Alors, quelques détails sur l'acquisition. 500 millions de dollars initialement, avec une clause d'augmentation pour porter au total à 900 millions de dollars selon les performances de l'entreprise future, mais la répartition des fonds est assez intéressante. Il y a 20% des 450 millions de dollars initiaux qui seront distribués aux 400 employés de Paragon. 30% iront aux 5 cofondateurs de l'entreprise. Le solde sera versé à 2 fonds d'investissement, l'un américain et l'autre israélien. Il faut savoir que dans les clients de cette solution, le département de l'immigration aux États-Unis a signé un contrat d'1 an d'une valeur de 2 millions d'euros pour utiliser les solutions développées par Paragon, notamment pour les opérations des gardes-frontières. Alors, les capacités de Graphite soulèvent des préoccupations vraiment en matière de confidentialité, étant donné sa capacité à infiltrer des applications de messagerie sécurisées, et l'acquisition par AE Industrial Partners pour indiquer une volonté d'étendre l'utilisation des technologies de Paragon à l'ensemble des États-Unis, notamment dans le cadre de la sécurité nationale et des opérations frontalières. Vous imaginez, vous prenez l'avion, vous débarquez aux États-Unis, et sans même qu'il y ait une interaction avec votre téléphone, ils vont être en capacité à lire vos réseaux sociaux, vos messageries chiffrées et votre correspondance Gmail. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 18 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser votre avis. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Il y aura pas mal de vulnérabilités demain. Le CRTFR nous a sorti une dizaine de cas. Intéressant. Au revoir.